Sur les 2 derniers siècles, en fait, on constate plusieurs grandes vagues d'innovation commerciale qui correspondent à chaque fois à des nouveaux enjeux, des nouveaux besoins, des nouvelles évolutions de l'économie. La première grande vague, ce sont les années 1820-1860, où vous avez les grands magasins qui se créent pour conquérir la bourgeoisie urbaine parisienne essentiellement, avec les trois quartiers, la Belle Jardinière, le Louvre, le BHV, le Printemps. Tout ça se crée en 5 ou 6 ans. C'est quand même impressionnant. Et ces créateurs sont toujours, et ça c'est une constante, des provinciaux issus de milieux modestes. Ils viennent de l'Orne, ils viennent de l'Ardèche, ils viennent et ils sont des gens de terrain qui ont compris d'abord ce que c'était que les enjeux et qui sont adaptés au terrain. Je pense aussi à Félix Potin, par exemple, qui était à Arpajon, né à Arpajon et qui avait épousé une couturière. Et qui, 20 ans après sa création, était un des épiciers les plus importants du monde. La deuxième grande vague de création, ce sont les années 1880, 90, 1900. Et là, vous avez tout ce qui se crée, en gros les magasins à succursales, qui se créent pour conquérir le marché rural en France, qui n'était pas très couvert par les structures commerciales. Vous avez les docks du centre, les docks rémois, la ruche Picarde, les casinos, les galeries, les nouvelles galeries, les magasins réunis. Donc tout le développement du succursalisme, avec également des gens issus de la province, comme Geoffroy Guichard, né à Saint-Étienne également, Camille Dian, qui est né à Reims, la ruche Picarde. Troisième grande vague, pendant la crise des années 30, la conquête des milieux populaires urbains avec des magasins à prix unique. Vous avez prix unique, Monoprix, Uniprix, Viniprix, prix minime, autant de magasins qui ont été d'ailleurs créés par les Galeries Lafayette, par le Bon Marché, par le Printemps, pour conquérir non plus les bourgeoisies urbaines, mais les milieux populaires urbains. Et ça, c'est pendant les années 30, avec une nouvelle structure de commerce et une nouvelle formule, prix unique, et peu d'achalandage et peu d'objets. Quatrième grande vague, celle des années 60-70, la croissance des 30 Glorieuses, c'est l'hyper. L'hypermarché, les Auchan, les Carrefour, les continents qui vont se créer pendant ces années-là, toujours avec des provinciaux, les familles Mullier, les familles De Forêt, les familles Fournier, les familles Leclerc bien évidemment, qui elles vont à la conquête au moment du baby-boom, elles vont à la conquête des femmes ayant 2 enfants et devant aller faire les courses pour le week-end avec leurs enfants sur la banquette arrière et un grand coffre pour mettre les courses pour la semaine. Voilà le modèle des années 60-70 qui va fonctionner, qui fonctionne toujours un peu, mais qui est aujourd'hui en péril. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons, alors on ne sait plus à quoi, mais à de nouveaux enjeux, à de nouveaux objets. Aujourd'hui, la population est de plus en plus urbaine. Aujourd'hui, la population est de plus en plus isolée. Par exemple, sur les 35 millions de ménages en France, il n'y a que 12 millions qui sont mariés avec des enfants. 14 millions de célibataires, 4 millions de veufs et 4 millions de divorcés. Donc, pas les mêmes besoins. Budget alimentaire ne représente plus que 12,6% des dépenses, alors qu'il en représentait plus de 30 il y a 30 ou 35 ans. Le vêtement, 4,6% des dépenses des Français seulement. Donc la question aujourd'hui, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui, quelles sont les grandes vagues, quelle est la vague en cours qui est en train de transformer et qui va transformer dans les 20 ou 30 prochaines années nos habitudes de commerce. Ça ne veut pas dire que les autres vagues d'avant disparaissent. Le Bon Marché existe toujours, les Galeries Lafayette existent toujours, Monoprix existe toujours, Auchan existera toujours, en Chine d'ailleurs, de plus en plus. Hein. Donc la question c'est qu'est-ce qui va exister, qu'est-ce qui est en train de se créer. Alors tout le monde pense à l'e-commerce bien sûr, mais il y a autre chose. Qu'est-ce qui est en train de se créer aujourd'hui et qu'est-ce qui va s'ajouter à ce qui est en train de se créer aujourd'hui. On va assister à son érosion, c'est-à-dire il va de plus en plus être considéré comme contraignant. Parce que si vous êtes une femme ou un homme seul, vous n'allez pas aller faire vos courses à l'hypermarché pour la semaine, ça n'a pas de sens. Si vous habitez en ville, dans les centres-villes, comme de plus en plus les milieux ont tendance à revenir en centre-ville, et que vous n'avez plus de voiture, aller faire vos courses dans un hypermarché, c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas envie de vous transporter avec 6 packs de Contrexéville. Donc vous allez dire, attendez, je préfère acheter ça sur oura.com et me faire livrer chez moi le pondéreux. D'autant plus que ça ne représente plus que 12% de mon budget. Donc vous allez avoir besoin, finalement, ce modèle ne va pas être vraiment adapté aux évolutions. Par contre, ces célibataires, ces divorcés, ces femmes seules, ces hommes, et ces personnes vieillissantes, ces veufs, vont avoir besoin de plus en plus à la fois de magasins de proximité, c'est-à-dire des choses qui sont près de chez eux, et surtout de services d'accompagnement, de quelqu'un qui va
à la limite transporter les paquets pour les emmener chez eux, qui va les aider, qui va les accompagner, qui va leur rendre service. Vous savez que c'est déjà ce qui se passe un peu dans la société américaine. Et si nous avions la même structure d'emploi que les Américains à population comparable, il y aurait 3 millions d'emplois de plus en commerce. Donc on voit que que le commerce a un avenir absolument considérable s'il sait comprendre, mais il n'y a pas de raison qu'il ne le comprenne pas, il l'a toujours fait, et s'adapter aux mutations de notre société. Je pense que la crise, pour l'instant, personne ne sait quelle est son ampleur, de combien elle va durer. Je pense que cette crise va affecter un peu les chiffres d'affaires, mais le pouvoir d'achat des Français n'a pas baissé. Et d'ailleurs, il a rarement baissé en longue durée. C'est un livre que sort sur l'argent des Français, les chiffres et les mythes, qui montrent que sur les 2 derniers siècles, le pouvoir d'achat a toujours augmenté, avec des phases, mais il a toujours augmenté. Par contre, la crise va peut-être accélérer les mutations de cette société et les prises de conscience de cette société. Surtout qu'on pense de plus en plus à l'avenir de la planète, à l'avenir de notre jeunesse, et que le modèle un peu hyperconsommation gaspilleuse est peut-être celui qui va le plus souffrir dans le monde de demain.